C'est parti. Donc, bienvenue à notre troisième cours de la partie Python. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec l'utilisation de fichiers externes. Donc, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait besoin de saisir de l'information, à chaque fois qu'on avait besoin d'acquérir, si je veux utiliser le terme officiel du titre du cours, d'acquérir des données, on utilisait une méthode un peu simpliste qui était l'utilisation de la fonction input, qui me permettait de saisir des données du clavier puis les assigner à une variable. Là, la problématique, c'est on commence à avoir des structures de données comme les listes qui sont capables d'avoir une panoplie de données à l'intérieur. Donc, de commencer à écrire manuellement ces affaires-là, ça devient un petit peu fastidieux. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir acquérir de l'information, puis après ça, sortir de l'information aussi de nos programmes à travers des fichiers. Donc, on va regarder les différents types de fichiers. On va premièrement regarder une méthode généralisée de gestion de données dans des fichiers. Puis après ça, on va aller regarder des méthodes plus spécifiques, puis les différents formats de données typiques en données informatiques. Donc, on va commencer avec une petite introduction au fichier. Donc, on parle de fichiers externes, on parle de pas des choses qui sont dans nos programmes, pas de choses qui sont dans notre code source. On parle vraiment de fichiers qui sont à côté, un fichier texte, un fichier Excel, un fichier d'une base de données que je peux utiliser ou que je veux utiliser dans mon programme comme source d'information. Donc, je vais être capable de trouver le fichier, ingérer le fichier, gérer le fichier, puis après ça, ressortir notre fichier. Donc, on a en programmation deux types de fichiers possibles. On a les fichiers texte, qui est ce que nous, on va voir le plus. Là. Donc, le principe de fichier texte, j'en ai un ici, qui s'ouvre à ma droite. Donc, on a ici un fichier texte dans lequel on a des chaînes de caractères. Donc, on a parlé des chaînes de caractères. Le principe, c'est que c'est une série de caractères. On a des \n qui sont aussi à l'intérieur, mais que nous, on visualise comme étant des sauts de ligne. Donc, ce fichier-là, c'est un fichier texte qui contient des caractères qu'on dit ASCII à l'intérieur. Notre table de conversion, c'était la table ASCII. On a un deuxième type de fichier qui est le fichier binaire. Donc, le fichier binaire, lui, va prendre les valeurs numériques en mémoire de nos programmes puis directement les écrire dans des fichiers. C'est plus complexe comme type de fichier, puis ce n'est pas les fichiers qu'on utilise ou qu'on voit le plus souvent. Ça va surtout être possible ou utilisé plutôt dans deux cas. Premièrement, quand il y a vraiment beaucoup de données, puis que la taille des données devient problématique plus que le temps de conversion, ce qui est peu souvent le cas. Puis la deuxième, c'est quand les données sont des données qui ne peuvent pas être représentées en tant que texte. Fait que si on parle de données habituellement d'audio-vidéo, de médias, donc dans ces cas-là, ça va être des fichiers où c'est que la structure du fichier dépend de ce que je veux représenter. Nous, dans le cours, on va s'attarder majoritairement sur les fichiers texte, cette semaine particulièrement. Puis on va aller voir avec des modules, des librairies dans les prochaines semaines comment aller travailler avec certains types de fichiers binaires. Particulièrement des fichiers binaires qui ont des représentations de données comme des fichiers Excel, des bases de données, ces genres de fichiers-là qui ne sont pas directement des fichiers texte. Un élément important qu'il faut comprendre quand on travaille avec les fichiers texte en Python, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles syntaxes en tant que telles, il n'y aura pas de nouvelles choses qu'on va apprendre là-dessus. Ce qu'on va utiliser, ça va être
une variable qui va être un objet qui va représenter mon fichier. Puis, ça va être juste une série de fonctions. Donc, le but des fichiers, ça va être d'apprendre les différentes fonctions qui me permettent de travailler avec ce fichier-là. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle l'objet fichier. Donc, dans une variable, on va avoir un objet qu'on avait jasé que c'était une variable spéciale, donc qui peut avoir des méthodes à l'intérieur qui nous permettaient d'aller travailler avec les données puis les actions. On va voir la semaine prochaine comment est-ce qu'on travaille avec des objets ou même comment est-ce qu'on en crée. Mais pour l'instant, on continue à se dire que c'est juste une variable spéciale desquelles on peut appeler des méthodes. L'objet de fichier, ça va être la représentation de notre fichier. Donc, notre fichier va être quelque part dans notre ordinateur ou dans notre environnement. On va l'ouvrir une fois, ou c'est qu'on va donner le nom du fichier. Mais à partir de ce moment-là, le nom du fichier, on ne le réutilisera plus. On n'en aura plus besoin. On va pouvoir toujours faire référence à l'objet de type fichier. C'est toujours avec lui qu'on va travailler dans les opérations subséquentes. Donc, cet objet-là va être capable d'avoir les différentes méthodes qu'on a besoin pour aller lire ou écrire l'information qu'on veut. Puis, il va aussi avoir un principe de curseur à l'intérieur du fichier. Donc, si je suis en train de lire mon fichier, je vais être capable de lire à l'intérieur de mon fichier puis d'être capable de me souvenir c'est quoi où c'est que je suis rendu, en fait, dans mon fichier. Donc, on va être capable d'avoir l'objet fichier qui me permet de bouger puis d'être capable de se souvenir où je suis rendu. Fait que quand on travaille avec des fichiers, ça va toujours se passer en 3 étapes majeures. Donc, la première étape, ça va être l'ouverture du fichier. Donc, pour ouvrir le fichier, on va utiliser une fonction qui s'appelle open pour ouvrir. On va avoir le nom du fichier, puis on va avoir le mode d'ouverture du fichier. Donc, le mode d'ouverture, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce fichier-là. Donc, on a 3 modes d'ouverture possibles qui vont être le R, le W ou le A. Donc, le R, c'est pour la lecture à l'intérieur du fichier, R pour read en anglais. On a le W qui est pour write, pour l'écriture. Mais il faut faire attention ici, le W, ça va écraser le contenu courant de notre fichier. Ce que ça veut dire, ça veut dire que s'il y a déjà des informations dans le fichier, elles seront perdues automatiquement à l'ouverture avec le mode W. Donc, faire attention parce que dans le mode de programmation, il n'y a pas de undo, il n'y a pas de CTRL-Z. Si on ouvre un fichier en écriture, ben, c'est tout ce qui est à l'intérieur n'existe plus, n'est plus accessible. On a enfin le dernier mode qui est un autre mode d'écriture, mais celui-là va nous permettre de rajouter le A pour append, me permet de rajouter des informations à mon fichier déjà existant. Fait que notre fonction open, on lui donne le nom du fichier. Donc, le nom du fichier va travailler dans le dossier courant. Donc, quand on est sur notre ordinateur, ça va être dans le dossier courant, le même endroit que le notebook. Si on est sur une plateforme externe comme Google Colab, il va y avoir un menu spécial pour indiquer les fichiers qui existent avec mon environnement. Donc ici, on peut voir que par défaut, on a ici du sample data qui existe déjà. Puis on va pouvoir travailler avec ces fichiers-là tantôt, en fait. Puis on a mon fichier que quand j'exécute ça, le fichier avec le W, si le fichier n'existe pas, le fichier va être créé automatiquement. Donc, quand j'exécute ça, ça crée le fichier, puis en fait, il n'y a pas rien dedans. Puis on peut commencer à travailler avec. Fait que la première étape, c'est d'ouvrir le fichier. La deuxième étape, ça va être la gestion du fichier. Donc, la gestion du fichier, ben là, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. On va aller voir tantôt c'est quoi les différentes fonctionnalités possibles de gestion de fichier. Puis, on a la dernière étape
qui va être la fermeture du fichier. Donc, si on ouvre le fichier, c'est comme si je double-clique dessus, c'est comme s'il est ouvert, mais dans l'ordinateur. Donc, on veut s'assurer de fermer la liaison, libérer le fichier après qu'on ait fini de l'utiliser. Pour être capable de fermer un fichier, on va utiliser une méthode close. Donc là, faire attention, le open, quand j'ouvre le fichier, ce que ça me donne, c'est que ça me donne un fichier objet. Donc, c'est une variable qui va avoir à l'intérieur un lien vers le fichier que j'ai ouvert. Puis pour la fermeture, ça va être la méthode close. Donc la méthode, ça part de la variable objet. Donc ça part de file. Ici je l'ai appelé file par convention. Là. C'est une variable comme une autre. J'aurais pu l'appeler patate. Ça aurait fait la même chose. Donc j'ai la méthode close. Donc pour les méthodes, on utilise un point suivi du nom de la méthode. Une méthode, c'est une fonction qui est propre à une variable objet. Et on a les parenthèses fermantes pour fermer l'utilisation de cette méthode-là. Donc, on va voir aujourd'hui aussi c'est quoi les autres méthodes, c'est quoi les autres possibilités pour la gestion, mais il va toujours avoir un open, toujours un close. Si on essaye d'ouvrir un mauvais fichier, donc si j'essaie d'ouvrir un fichier qui est inexistant, ça va nous générer une erreur qui m'indique que je n'ai pas réussi d'avoir un élément. Donc, ici, j'ai une question, est-ce qu'on a besoin d'importer une librairie ou un module pour être capable de faire le open? Non, la gestion de fichiers fait partie des fonctions de base comme input ou sinon print. Donc, si on s'en va voir la liste des fonctions de base de Python, on en avait utilisé quelques-unes déjà, comme le print, comme le range, comme les listes, les conversions, puis on a le open, qui est une des fonctions de base. Donc, maintenant, je sais comment ouvrir mon fichier, je sais comment me connecter à mon fichier, je sais comment relâcher ce fichier-là. On va regarder comment on peut travailler avec le fichier pour aller chercher les informations à l'intérieur. Donc, pour ces différentes fonctionnalités-là, ça va assumer que le fichier, en ce moment, il n'est pas dans un format qui est reconnu. Donc, on parle ici de fichier texte dont la structure n'est pas standardisée. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé d'écrire des noms, après ça des numéros, puis après ça d'avoir un tiret, puis après ça d'avoir des adresses. Il y a des manières standardisées de formater les fichiers, ce qu'on va aller voir un petit peu plus tard, mais ça ici, c'est comme les méthodes de base qui vont toujours fonctionner indépendamment du fichier que tu vas avoir. Bien, ici, je dis indépendamment, mais il faut quand même que ce soit des fichiers texte. Donc, important, toutes les choses que je vous montre aujourd'hui, ça va être sur les fichiers texte seulement. Donc, on va regarder comment écrire dans un fichier en premier. Donc, pour écrire dans un fichier, donc, pour ouvrir le fichier, il va falloir fermer le fichier. Ça va bien. Pour écrire, on a la méthode write pour écrire, qui me permet d'écrire à la position du curseur. Donc, par défaut, quand j'écris, le curseur avance. Donc, si je réécris, ça continue avec le résultat. Donc, mettons que si j'essaie ça ici, donc j'ouvre le fichier, j'ai plusieurs appels à write. Puis quand je fais ça, quand je regarde le contenu de mon fichier,
j'ai à l'intérieur les différentes commandes que j'ai écrites. Puis, je peux voir ici que j'ai du texte et encore du texte. Puis, je peux voir quelque chose d'important qui va être différent de ce qu'on a vu jusqu'à date, admettons, avec le print. Il n'y a pas de saut de ligne automatique qui est rajouté avec le write. Donc, si je veux des sauts de ligne, c'est à moi de les insérer avec mon caractère spécial \n pour faire le saut de ligne. Donc, ici, j'ai du texte et je peux voir que, puisque j'ai rien mis, on a juste la continuation de la phrase sur la même ligne. Mais ça veut dire qu'on est capable d'aller écrire des informations à l'intérieur. Ici, j'ai fait écrire directement des chaînes de caractères littérales, hein, mais ça pourrait être une variable. Où je fais des transformations quelconques. OK? Puis ici, je pourrais avoir chaîne 1. Là, je peux faire des concaténations qu'on avait vues ensemble. Chaîne 2. Une autre concaténation pour avoir le point. Puis là, si j'écris ça, on va le changer un petit peu pour qu'on puisse voir le résultat. Et 2, on exécute ça, on rafraîchit ça. Et on peut voir ici le résultat, hein, qui est le même sensiblement, mais qui démontre qu'on peut utiliser des expressions, hein, des agglomérations de structures, de chaînes de caractères, de réponses que je suis en train de construire pour l'avoir à l'intérieur de mon fichier. All right? Donc, ici aussi, point important si vous utilisez Google Colab, la fenêtre de fichier, okay, elle n'est pas instantanément rafraîchie. Okay? Donc, des fois, vous avez pu voir que j'ai fermé le fichier, j'ai fait un clic droit à l'intérieur de cet environnement de fichier-là, puis j'ai fait un gentil petit refresh pour être capable d'avoir la version à jour du fichier. Donc, c'est une des lacunes de travailler en ligne. Il faut s'assurer de, des fois, faire un refresh manuel pour être capable d'avoir toutes les informations que je veux. Fait que ça, c'est la première chose. Quand je veux aller écrire dans un fichier, j'ai ma méthode write. Ensuite, quand je veux aller lire dans un fichier déjà existant, là, ici, j'ai une panoplie de différentes méthodes possibles. On va aller les regarder ensemble. Donc, la première, ça va être d'utiliser la méthode. Donc, encore une fois, le principe, c'est j'ouvre mon fichier. Je peux voir ici que j'avais ouvert mon fichier en écriture. Là, j'ouvre mon fichier en lecture à la place. Puis, une fois que j'ai ouvert mon fichier en lecture, je peux aller chercher une panoplie de différentes méthodes de lecture. OK? Donc, on a le read line qui va aller bien faire les choses comme le dit son nom, qui va aller me lire une ligne de texte. Et là, le principe, c'est qu'à chaque fois que je lis une ligne, hein, le curseur dans le fichier s'avance. Donc, quand je rappelle la même fonction par la suite, ça va aller lire la ligne subséquente à la ligne qui vient d'être lue. Donc, le principe, c'est que ça va lire la première ligne. Cet appel-là va lire la deuxième ligne. Cet appel-là va lire la troisième ligne. Donc, si on exécute ça, on regarde mon fichier pour référence, puis dans Google Colab, on peut prendre notre souris puis la mettre par-dessus une variable pour aller voir son contenu. Donc, je peux voir que dans la ligne 1, on a bien le Hello. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le readline va garder toute la ligne, incluant le saut de ligne à la fin. OK? Donc, ensuite, on a ligne 2, il y a le salut, encore une fois avec le \n, puis la ligne 3, il y a le du texte et encore, puis là, tu peux voir ici qu'il n'est pas complet. Je peux cliquer sur View, au pire, puis j'ai le
encore du texte qui était là. All right? Donc, on est capable de lire une ligne à la fois avec le readline. Ici, avec le readline, par exemple, on a une première problématique qui est courante quand on travaille avec des fichiers texte, c'est qu'on a un saut de ligne de trop à la fin. Hein? Donc, souvent, je vais vouloir faire la gestion de mon fichier de texte. Je vais vouloir toutes lire les lignes, puis à chaque fois, je vais devoir faire un traitement quelconque. Puis, à la fin de la ligne, il y a un caractère superflu. Donc, on va être capable d'avoir des fonctions spécialisées qui vont nous permettre d'enlever ces caractères superflus-là. Particulièrement ce qu'on appelle des caractères d'espacement. En anglais, on appelle ça des white space characters, donc des caractères qui ne sont pas visibles, avec des espaces, des tabulations, des sauts de ligne. Donc, on a sur les chaînes de caractères la méthode strip, rstrip et lstrip qui me permettent d'enlever ces différents éléments-là. Donc, rstrip va travailler de la droite, à partir de la droite, donc va enlever tous les espacements, sauts de ligne et ainsi de suite de la droite. Lstrip va le faire à la gauche et strip tout seul va le faire des deux bords. Ça enlève tous les caractères spéciaux, mais je peux, si je ne mets pas de paramètres, mais je peux à la place mettre un paramètre et dire, va juste enlever le saut de ligne à la droite s'il y en a un. S'il n'y en a pas, il ne fait rien pantoute. Fait que j'avais line 1 ici, hein, qui était notre halo avec un backslash n. Si je l'épure avec le rstrip, donc j'exécute ça, puis maintenant, si je regarde line 1, j'ai le halo sans avoir de backslash n. Ça permet d'avoir une version plus épurée de ma chaîne de caractères. Point important, quand on va lire des informations sur mon fichier, les fichiers par défaut, quand je fais le readline ou quand je fais le write, va seulement travailler avec des chaînes de caractères, okay, des str. Mais si à l'intérieur, j'ai des valeurs numériques que je veux lire, ou je veux aller écrire des variables qui sont des valeurs numériques, il va falloir que je fasse des conversions. Hein, donc, on avait vu les fonctions de conversion avec le int, avec le float, qui me permettaient de prendre une chaîne de caractères et le traduire en valeur numérique. Donc, pour la lecture, c'est ça qu'on peut faire. On va lire le texte, qui est une chaîne de caractères, puis je vais pouvoir le convertir en valeur numérique pour mon programme. Puis, à l'inverse, je vais vouloir, quand j'ai une valeur numérique puis que je vais aller l'écrire dans mon fichier, il va falloir que je la convertisse en chaîne de caractères. Donc, on a une fonction de conversion str qui me permet de prendre des valeurs numériques quelconques et de les convertir en chaîne de caractères. Donc, ça va prendre la valeur numérique 34, ça va la transformer en chaîne de caractères 3, 4, puis c'est ça qui va aller être écrit à l'intérieur. Habituellement, quand on va lire des fichiers, là, okay, on ne saura pas il y a combien d'informations, hein, parce que le principe, c'est que ça serait souvent des enregistrements, là, fait qu'une ligne a une information d'un client ou d'une vente ou d'une lecture d'un capteur quelconque. Donc, souvent, on va vouloir être capable de traiter un nombre dynamique d'informations. En fait, la majorité du temps, ça va être ça. Donc, pour être capable de traiter des fichiers de taille dynamique, on va avoir différentes options. Puis là, je vais regarder une couple d'options pour arriver comme à l'option ultime. Okay? Donc, on va construire par rapport à ce qu'on a vu, puis qu'est-ce qui est possible avec Python. Donc, avec ce qu'on a vu, on est capable d'utiliser le readline. Hein? Donc, on a encore une fois l'ouverture de fichiers, on a la fermeture de fichiers, on a l'utilisation de readline. Puis, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une boucle, hein? Une boucle while, parce qu'on ne sait pas le nombre d'itérations qu'il va avoir à faire, hein? Parce que on a les book for, mais les book for sont seulement utiles quand on sait le nombre d'itérations qu'on va être capable de faire. Donc,
tant que la ligne que je suis en train de traiter n'est pas vide. Hein? Donc, tant que ce n'est pas juste une chaîne de caractères vide, là, je peux traiter la ligne. Là, en ce moment, je n'ai pas de traitement là, parce que ce n'est pas contextualisé. Donc, j'ai juste un affichage. Puis après ça, ben, je vais lire la prochaine ligne. Donc, ça va retester la ligne après. Donc, si j'exécute ça, je vais pouvoir voir ici les résultats de la lecture de mon fichier qui se fait de manière dynamique, où c'est que je n'ai pas eu à savoir qu'il y avait juste 3 lignes d'information dans ce fichier-là. Il y a une méthode plus simple. Donc, on peut utiliser la Book4 parce que la Book4 a été faite pour travailler automatiquement avec des fichiers. Donc, ici, bonne question. S'il y a une ligne vide entre les différentes lignes, qu'est-ce qui va se passer avec cet algorithme-là? Ben, je peux voir qu'il l'affiche pareil. Parce que ce que nous, on considère comme étant une ligne vide, ce n'est pas une ligne vide. C'est une ligne avec un backslash n seulement à l'intérieur. Mais le principe, c'est que le backslash n, c'est quand même un caractère, c'est quand même un élément. Ça fait que la chaîne n'est pas vide, ça fait que ça continue normalement dans notre boucle. Excellent. Donc, on a la boucle for qui nous permet de faire ça d'une manière un petit peu plus automatisée. Donc, on a encore une fois l'ouverture, la fermeture. Ça reste toujours pareil. Mais à place d'utiliser une book while, puis à place d'utiliser les readlines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le file comme la source de notre book for. OK? Donc, à la place d'avoir comme une liste ou à la place d'avoir une utilisation de range, je peux directement mettre un objet de type fichier et le Python est capable de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec ça. Fait qu'à partir de là, l'élément qui va être comme la variable d'itération de la boucle, ça va être le contenu de chacune de mes lignes. Donc, ici, avec ce for-là, ça exécute en fait la même chose que ma boucle précédente, mais avec moins de fioritures. Hein? Donc, le principe, c'est que lui fait automatiquement le readline, lui s'arrête automatiquement à la fin du fichier avec peu d'éléments additionnels. Il existe une dernière version pour faire la gestion de fichiers, mais avant de la regarder, il faut faire un petit détour pour aller parler des exceptions dans nos programmes. Donc, le principe d'exception, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ou que vous avez déjà rencontré. Le principe d'une exception, c'est quand on a une erreur quelconque. Hein? Donc, plus haut, là, j'avais eu une erreur parce que je n'avais pas eu le bon nom de fichier. Ben, les erreurs, leur nom réel, c'est des exceptions. Exceptions en anglais. Donc, j'ai eu une exception de type file not found error. Pourquoi? Parce que ça laissait d'ouvrir un fichier qui n'existait pas en lecture. Habituellement, une exception va causer l'arrêt de ton exécution. Donc, ça ne va pas continuer normalement. Par contre, des fois, ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que, mettons, tu dis, bon, ben, j'essaie d'ouvrir le fichier en lecture. Ben, s'il n'est pas là, ce n'est pas grave, je ne vais juste pas considérer ça dans ma source d'information. Ou sinon, ben, s'il n'est pas là, je veux le créer à la place pour commencer à mettre des informations dedans. Donc, il y a une panoplie de raisons qui me permet de dire, ben, même s'il y a quelque chose qui se passe mal, je ne veux pas nécessairement arrêter l'exécution complète de mon programme. Donc, le principe d'exception, on peut générer des exceptions. Donc, ici, on a une exception qui est une division par 0. Donc, j'ai mis 5 à x, y à 0.
j'essaie de faire 5 divisé par 0. Les opérations arithmétiques de Python ne sont pas capables de faire ça. Donc, ça me lève une exception. Puis on peut voir ici, le print est juste pas exécuté. Je peux avoir une syntaxe spéciale qui va me permettre de dire, ben, si à ce moment-là, il y a une exception, arrête pas le programme, redonne-moi le contrôle pour que je puisse prendre une décision, pour que je puisse gérer l'exception. Donc, on va parler de gestion d'exception. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ça va être ce qu'on appelle un try except block. Donc, dans d'autres langages, mettons en Java, on appelle ça un try catch, okay? Donc pour faire la gestion d'exception. Fait que comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu comme deux blocs de code qui travaillent ensemble. Donc, dans le bloc try, on va avoir des opérations qui peuvent générer une exception. Donc, dans ce cas-ci, on a notre code plus haut. Puis là, on pourrait dire que Y, ça serait un input ou ça serait le résultat d'une autre opération qui vient d'un autre fichier ou quoi que ce soit. Là. Le principe, c'est que là, on la génère, l'exception, de manière manuelle, mais ça pourrait être quelque chose de dynamique. Là. On ne sait pas si ça va en gérer une ou pas. Fait que si, mettons, on enlève l'exception. Donc, si tout va bien, OK, on fait tout ce qu'il y a dans le bloc try, puis après ça, on saute par-dessus l'autre partie du except. Par contre, si on a une exception qui est générée, ce que je peux faire, c'est avoir un deuxième bloc, ou en fait, je peux avoir une panoplie de blocs possibles qui va être le except avec le type d'erreur possible. Donc, on a le res ici qui va me faire les différentes opérations. On a l'exception qui va être gérée ici. Mais le principe, c'est qu'à place d'arrêter le programme, ça va sauter à la partie de gestion d'exception, puis ça va exécuter cette partie-là, puis après ça, ça va continuer le programme normalement. Donc, on va faire ici un print, là, après bloc. Donc, voyons voir ici. On exécute ça. Puis, on peut voir le principe de ça a essayé de l'exécuter. Ça n'a pas réussi. Ça a généré une exception. Fait qu'il n'a pas fait le restant du block try. Il a été dans la partie d'exception qui va faire qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Donc, si, admettons, tu avais de la gestion à faire, ben, ça serait fait à l'intérieur de ça. Puis, une fois qu'on avait fini ça, ça va continuer avec le code standard qui vient avec. Parfait, parfait. Monsieur, j'ai une question. Oui. Donc, ce que je comprends bien, c'est que la gestion des exceptions permet de rattraper les erreurs et exécuter les prochaines lignes. Si, par exemple, on ne fait pas la gestion des exceptions, on ne peut pas avoir le reste de lignes qui sont exécutées. Exactement, exactement. Et pour le except, par exemple, on met try après except. Except zero division error. Est-ce que c'est nous qui doivent avoir le type d'erreur? Est-ce que c'est obligatoire de mettre le type d'erreur ou on peut mettre, par exemple, un message ou quelque chose? Bonne question. Puis Daouda a eu la même question. Là. Donc, on n'est pas obligé de savoir le type d'erreur. Donc, ici, voici une gestion un petit peu plus avancée. Premièrement, tu peux avoir plusieurs blocs de except. OK? Donc, on a ici le principe de, on a le try, puis là, on a des différents except possibles. OK? Fait que soit un higher error, un value error dans le read line, quelque chose comme ça. Ou sinon, ça peut être un except qui n'a pas de type d'erreur. Donc, ça va être pour toutes les autres problématiques. Par contre, d'un point de vue de programmation défensive, c'est quand même assez dangereux de faire ça comme ça. Parce que ça veut dire que si c'est une erreur que tu ne t'attendais pas, ben, ça ne va pas arrêter ton programme, puis ça peut causer des problèmes à long terme. Donc, habituellement, on va essayer de se limiter à des erreurs que nous, on connaît.
OK? On a aussi une autre dernière possibilité qui est le else, qui me permet de dire, ben, si je n'ai pas eu d'erreur, tu peux aller faire ça après, quoi qu'il advienne. Fait que ça ici, c'est pour une gestion un petit peu plus avancée. Je pense qu'il répond à vos questions. Très bien, merci. Parce qu'effectivement, à l'intérieur d'un même try, on pourrait avoir différentes erreurs. C'est comme là, ici, on a le open, ça se peut que le fichier ne soit pas là. On a ensuite une conversion, parce que j'essaie de faire un float du readline. Ben, si le readline a lu une ligne de texte, il n'est pas capable de le transformer en float. Fait que ça peut casser à ce point-là aussi. Fait qu'on peut les gérer séparément, dire qu'il y a eu d'autres exceptions, mais encore une fois, je déconseille d'utiliser cette variation-là. Puis, s'il n'y a rien qui a été mal là-dedans, on peut avoir ici le else qui dit comme ben, si j'ai tout réussi, je suis maintenant capable de faire un résultat quelconque. Parfait. Donc, le principe d'exception, une autre manière de les gérer, ça va être avec le with de Python. Donc, le principe du with, ça va être pour être capable de automatiquement tester quelque chose qui va bien, puis de faire en fait la gestion automatique du fichier. Donc, on avait dit tantôt que la gestion du fichier, ça se fait avec l'ouverture du fichier. OK, à la fin, ça se fait avec la fermeture. Entre les deux, on fait des readlines. Puis là, on a vu qu'on avait de plus en plus de méthodes qui me permettaient de faire ça de manière automatisée. Bien, le WIT, ça va automatiser l'ouverture et la fermeture du fichier automatiquement. Donc, le WIT, on a le WIT, on a qu'est-ce que j'essaye de faire. Donc, ici, le open. Point intéressant en ce moment, le open, je n'ai pas mis de mode d'écriture avec. Quand je ne mets pas de mode, par défaut, il ouvre en mode de lecture. Donc, c'est comme si j'avais mis le mode R, en fait. Ensuite, j'ai le mot-clé as. Les mots-clés sont en mauve. Puis après ça, j'ai le nom de la variable que je veux que ça devienne. Donc, ça va automatiquement ouvrir, l'assigner dans la variable. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec le with, c'est que ça va automatiquement le fermer une fois que je vais avoir fini de travailler avec. Donc, ici, à la fin du with, on aurait ici, oubliez une autre parenthèse. Donc, on a le principe du with avec le file. Puis là, à l'intérieur, c'est un bloc de code. On a notre 2 points. On a les indentations additionnelles. On a l'utilisation de notre gestion de fichiers rapide avec le for. Puis après ça, on peut continuer notre programme de manière normale. Donc, ça ici, c'est la version comme rapide et conviviale de qu'est-ce qu'on a eu ici. Donc, ça, c'est comme la version très, très longue. Ben, on peut avoir juste ça ici qui fait exactement la même chose. Donc, quand on va traiter des fichiers de manière manuelle, ça va ressembler à ça ici. Puis en fait, on va voir que le with, ça va rester pour l'ouverture. Là. Ça, c'est quelque chose qui va rester, mais la boucle de gestion, on va voir qu'on a possiblement des outils automatisés quand les fichiers sont formatés d'une manière connue ou standardisée ou conventionnée, mettons. Fait que ça fait le tour de la gestion de fichiers de manière manuelle. C'est la fin de notre notebook du cours 2. J'ai une petite question. Bien, certainement. Par rapport aux exceptions, tout à l'heure, vous avez mis un else. Est-ce Oui. qu'on aurait pu enlever le else puis continuer tout simplement notre script plutôt que de mettre else? Oui, oui, oui. Dans le sens que le principe ici, c'est ça reste après le try. Tu sais. Ici, il n'y a pas réussi à ouvrir mon fichier, c'est normal. J'ai oublié un petit backslash. Et voilà.
Fait que tu vois, le fichier manquant, on a on continue qui se passe après. Mais le principe du else, c'est s'il ne s'est rien passé de mal durant ce moment-là. Là. OK, si c'est rien passé de mal, il s'en va au else. Exactement. OK, On peut voir ici que... est-ce qu'on est obligé, on peut enlever le else? Tu aurais pu, en fait, celui-là, on aurait pu dire, ben, j'ai pas de else, puis ben, si c'est rien de passer le mal, je veux le faire ici. C'est aussi possible. OK. Mais habituellement, la convention demande que dans ce bloc-là, on met juste les choses qui peuvent casser. OK, c'est bon. Généralement, le try-catch, on les met dans les entrées, dans les... il y a des moments spéciaux qu'on doit les mettre. C'est les endroits où c'est qu'on a des informations dynamiques qui peuvent casser. Comme, mettons, genre là, on a l'ouverture d'un fichier. Ben, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait touché à ce fichier-là depuis que j'ai roulé mon programme. Donc, c'est le genre de moment où c'est que ça pourrait être important de le faire. Okay. J'ai une autre question dans le chat, puis après ça, je vais aller à Hicham. On dit, on n'a pas vu l'ouverture avec le append. Effectivement, c'est très semblable si on regarde avec le write. Il dit le write ici. On va se faire un autre petit bloc de code. Fait que, en ce moment, on sait qu'on a ce fichier-là ici. OK? Donc, je peux, et là, je vais utiliser mon with. Je vais l'ouvrir. Donc, avec le with, ça fait l'ouverture, ça va faire la fermeture automatiquement. Donc, on peut utiliser le write pareil. C'est juste que le curseur va automatiquement être placé à la fin du fichier. Donc, file, write. Là, je marque appending. Donc, j'exécute ça. Et là, si je regarde le fichier, je peux voir, je n'ai pas marqué appending correctement, mais ce n'est pas grave, qu'il a été directement à la fin de mon fichier courant et il a juste rajouté le texte que j'ai mis dans le write. Et j'avais une autre question de Hicham. Oui, c'est par rapport aux exceptions, au type des exceptions. Est-ce qu'on peut avoir une liste des types d'exceptions? Oui. Donc, ici, je vais la sortir. Mais généralement, dans la pratique, on génère l'exception, puis après, on voit qu'est-ce que ça fait comme erreur. Puis effectivement, là, habituellement, il y a certains moments où c'est que c'est des choses qu'on commence à reconnaître, là, comme dès que tu as un fichier, tu peux avoir des name errors, et ainsi de suite. Donc, il y a des exceptions qui sont automatiquement incluses avec Python. Ultimement, tu pourrais même créer tes propres exceptions qui vont être gérées, mais ça, c'est en dehors. On commence à tomber dans plus du logiciel et de l'informatique pure. Mais à l'intérieur, on peut voir ici des assertion errors, des attribute errors. Ça, c'est quand tu essaies d'aller chercher, mettons, une propriété d'un objet qui n'existe pas. Le end of file error, on a un floating print error not currently used. Quand tu fais un mauvais import, quand tu essaies d'aller chercher dans une liste un élément qui est en dehors de la liste. Name error, c'est quand on essaie d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu peux aller chercher la liste des built-in errors. OK? Puis, il y en a une trentaine là, à peu près là, qui existent par défaut. Plus qu'une trentaine peut-être? Une quarantaine? Mais il y en a habituellement 3 ou 4 là, que tu vas voir de manière habituelle. Okay. Merci. Excellent. Donc, oui. Là, si je comprends bien, ça, c'est des fonctions et des méthodes concernant les fichiers texte. Exact. OK, je ne sais pas. Mettons, si je prends l'exemple des fichiers JSON, est-ce qu'on a des fonctions qui sont propres aux fichiers JSON? Oui, totalement. Puis, je ne veux pas te vendre le punch, là, mais si on regarde ici le cours 3, on va voir comment est-ce qu'on peut traiter ces fichiers-là de manière plus directe et plus conviviale. OK. OK, donc ici, encore une fois, les méthodes qu'on a vues
pour la gestion de fichiers, c'est des méthodes manuelles quand le fichier n'a pas de standard, quand le fichier n'est pas formaté d'une manière conventionnée. OK. Il faut que tu utilises ces méthodes-là. OK, merci. All right. Donc, on va se prendre une petite pause, se dégourdir les jambes, aller aux toilettes, prendre un petit peu d'eau. On va se prendre un petit 10 minutes, puis on va revenir à 7h10 pour aller regarder le notebook du cours 3. Donc, on va passer à peu près à travers la moitié, là, tout ce qui se passe avant les objets. Donc, on se revoit dans une dizaine de minutes. Je vais l'écrire littéralement sur... S'il vous plaît, Oui, j'ai un problème avec mon écran. Je vais me reconnecter et je souhaiterais que vous me réacceptez, s'il vous plaît. oui, certainement. OK, merci. Donc, autrement, on se revoit dans 10 minutes.
All right. On est de retour. On va enlever ce message. Et voilà. Donc, on va commencer le notebook du cours 3. On va se rendre jusqu'à la moitié, puis après ça, comme dans les dernières semaines, on va aller regarder les différents exercices à faire pour cette semaine. Donc, pour le troisième, on a le principe de gestion de fichiers. Donc, on a ici différents fichiers aussi de disponibles. Donc, si vous êtes sur Google Colab, vous avez aussi des fichiers qui sont disponibles dans le Sample Data, okay, qu'on va pouvoir regarder. Ou sinon, si vous allez sur le site de cours, dans la partie cours, vous avez des liens vers les fichiers que vous pourriez utiliser pour les tester de manière locale. Parfait. Puis je vais aussi vous montrer si vous voulez les utiliser localement. Pardon, si vous voulez utiliser ceux spécifiques que je montre dans Google Colab, vous avez aussi l'option de uploader des fichiers dans l'environnement de la session. Donc, tu peux ici, quand tu es dans le menu de fichiers, tu peux avoir l'option de uploader des choses. Puis à partir de là, ça ne l'a pas sauvegardé correctement. Je peux faire un save as. Un webpack. Je l'ai anyway. Ici. Comme ça. Des... Et voilà. Donc, on a les fichiers qui sont aussi disponibles comme ça. Est-ce que c'est possible de mettre ces fichiers-là, par exemple, les fichiers texte que vous venez de mettre, est-ce que c'est possible de le mettre sur notre disque dur puis de référer à notre disque dur, quelque part, où on est obligé d'uploader le fichier dans Google Colab? Si tu utilises Google Colab, il faut que tu le mettes en ligne. Donc, tu ne peux pas avoir un lien direct avec ton disque. Si tu as fait des installations d'un environnement local, comme avec PyCharm ou sinon avec Jupyter Lab et Anaconda, là, tu pourrais l'avoir juste sur ton disque dans ce cas-là. Ah, OK, merci. Puisque Google Colab est un environnement infonuagique, il n'y a pas de lien direct avec ton ordi. OK, parfait, merci. All right. Donc, avant de commencer les choses sur les gestions de données, donc on va aller regarder d'autres structures de données et on va aller aussi regarder comment travailler avec des fichiers qui sont formatés d'une convention préétablie. Donc, on va aussi regarder quelques petits raccourcis syntaxiques que Python nous offre. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les listes en compréhension ou en anglais le list comprehension. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très propre à Python, okay, qui n'existe pas vraiment dans d'autres langages de programmation et qui permet de présenter des boucles et des conditionnels d'une manière qui est plus conviviale. Donc, on va avoir souvent à faire l'opération suivante où j'ai un tableau okay, que je veux remplir. Donc, je commence, le tableau est vide. J'ai une boucle. Puis, le but de la boucle, c'est d'ajouter des éléments au tableau. Donc là, ici, dans l'exemple,
l'ajout, tout ce que ça fait, c'est que ça prend la valeur de l'indice, hein, parce que j'ai mis un range, puis ça fait la puissance de 2 de cet élément-là. Donc, en ce moment, la gestion du tableau est très simple, mais ça pourrait être quelque chose de bien plus compliqué que je rajoute dans mon tableau. Donc, je pars d'une boucle, puis pour chaque itération de la boucle, je veux avoir un ajout dans une liste. Quand j'ai ce scénario-là, je peux utiliser à la place une liste en compréhension. Donc, comment est-ce que je fais? J'ai une assignation d'une liste, hein, directement, comme on l'avait, mais à la place d'être vide, ce que je fais, c'est que j'écris la boucle for sans les 2 points. Donc, je peux voir ici que j'ai la même boucle for que j'ai ici. Puis, avant la boucle, je vais indiquer qu'est-ce qui s'en va dans le append. Donc, je lui dis que les squares, hein, pour les carrés, hein, parce que c'est à la 2, c'est au carré, je veux que ce soit une liste de toutes les x à la 2 pour x qui est dans un range de 10. Donc, ces deux appellations-là sont équivalentes. OK? Donc, elle est facilement est plus petite, hein, définitivement. Donc, ça me permet d'avoir quelque chose qui est possiblement plus convivial, plus lisible. En plus de ça, on a une autre option de disponible quand on travaille avec les boucles. Premièrement, on va pouvoir avoir des boucles imbriquées, puis on va pouvoir aussi avoir des conditionnels. OK? Donc, le principe, c'est tant que j'ai la même prémisse où j'ai une liste, OK? Puis le but de la liste, c'est d'être capable d'ajouter différents éléments. Donc là, ici, j'ai une boucle qui est imbriquée dans une autre boucle qui a une conditionnelle. Donc, le principe ici, c'est j'ai le X qui va être à 1, 2, 3, j'ai le Y qui va être à 3, 1, 4. Donc, ça va faire toutes les combinaisons possibles pour les deux ensemble. Puis, à partir de là, si ce n'est pas la même valeur, hein, donc si X est différent de Y, ben, on va l'ajouter à ma liste. Ben, encore une fois, je peux prendre toute cette affaire-là avec les listes en compréhension et l'écrire d'une traite. Donc, je commence avec une assignation. J'ai une assignation d'une liste. Puis, je commence avec la fin. Qu'est-ce que je veux avoir dans mon ajout de chacune de mes cases? Puis, une fois que j'ai ça, ben là, je vais aller faire la même série d'opérations. Donc, ce que je rajoute, c'est un tuple de XY, hein, c'est en parenthèse, pour X qui est 1, 2, 3, pour Y qui est 3, 1, 4. Et si X est différent de Y, ben, je rajoute ça pour chacun des éléments. Donc, ça me permet d'avoir du code qui est pas mal plus étalé horizontalement qu'en diagonale. Donc, vous allez voir, si vous regardez des exemples de code, vous allez souvent voir cette formulation-là. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas d'avantage d'efficacité, il n'y a pas rien. C'est vraiment juste pour de la lisibilité à l'intérieur. Exactement. C'est comme si on écrivait un ensemble en compréhension. All right. Deuxième sujet, on va parler des sets. Donc, on avait vu une première structure de données, hein, une collection, en fait, avec les listes. Hein. Donc, on avait vu le principe d'un amalgame d'une panoplie de valeurs ensemble. Okay, on appelle ça les collections. Puis, la première collection qu'on avait vue, c'était les listes qui me permettaient de numéroter chacune des valeurs, hein, à l'intérieur d'une case qui me permettait de me rediriger puis d'être capable d'aller chercher les différentes informations que j'ai besoin. Les sets, c'est une variation
qui me permet d'avoir des éléments qui sont uniques seulement. Donc, le principe d'un set, c'est que ça va être une collection d'informations, puis à l'intérieur, je vais seulement avoir une fois chaque élément que j'ajoute. Si j'essaye d'ajouter une deuxième fois le même élément, il ne va juste pas le rajouter. Il va juste garder l'ancienne version qui était unique à ce set-là. Deuxième chose, c'est que contrairement à la liste où la numérotation est un point fondamental, là, les indices avec les numéros de cases, le set, lui, l'ordre des éléments à l'intérieur est géré par l'algorithme, un algorithme inconnu en Python. Okay, donc, on n'ira pas là, c'est beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on est supposé de voir dans le cours. Là. Il y a des méthodes pour décider est-ce que c'est unique ou pas, et ainsi de suite, puis d'être capable de le trier de manière optimale, et ainsi de suite. Mais le principe, c'est qu'on n'a pas un accès à ça. Donc, on ne peut pas décider de l'ordre des éléments. Donc, quand je vais travailler avec un set, je vais pouvoir aller mettre des éléments à l'intérieur. Je vais pouvoir demander est-ce que l'élément est déjà là? Puis je vais pouvoir dire donne-moi tous les éléments, mais je ne pourrais pas dire va me chercher le troisième élément parce que le principe de troisième n'existe pas dans un set. All right. Fait que comment est-ce qu'on fait des sets? Donc, le principe, c'est qu'on peut utiliser directement, on utilise pour créer un set le mot set. Sinon, on peut aussi utiliser les braquettes, les éperluettes, donc les accolades, les curly braces, qu'on appelle en anglais, pour créer un set. Donc, on peut utiliser une méthode de conversion. Puis là, si on met une méthode de conversion, on peut envoyer n'importe quoi qui serait des collections. Fait qu'on pourrait y envoyer une liste de nombres. On pourrait y envoyer une chaîne de caractères. On pourrait y envoyer une liste de chaînes de caractères. Mais le plus simple, ça va être d'avoir les accolades directement. Donc là, ici, je crée un set qui va me permettre de rajouter les éléments. Puis on peut voir ici que même si j'ai 2 fois Allo dans ce set-là initial, le résultat final a seulement une fois Allo à l'intérieur. Donc, le set, ça va être utile quand je veux avoir juste un élément unique pour chacune de mes entités. Un exemple classique dans la gestion de données, c'est, j'ai des listes de courriels, puis j'ai obtenu ou j'ai acheté différentes listes de courriels de différentes compagnies, puis j'aimerais ça les consolider ensemble pour avoir tous les courriels possibles, mais je ne veux pas avoir 2 fois le même courriel, parce que si j'envoie un courriel à tout le monde dans cette collection-là, je ne veux pas que quelqu'un reçoive mon courriel 2, 3, 4, 5 fois parce qu'il était dans plusieurs versions de listes différentes. Fait que le set me permet de dire, je rajoute toutes dans le même endroit, dans le même set, puis automatiquement, lui va faire en sorte, et non seulement automatiquement, mais de manière efficace, va me permettre d'avoir une version qui va avoir seulement les éléments uniques à l'intérieur. Donc, on peut, quand on travaille avec le set, rajouter des éléments, regarder si un élément est déjà là. Donc, on a la méthode add qui me permet de rajouter un élément à la fois. Donc, à la place de append, c'est add. Parce que append, on se souvient, ça l'ajoutait à la fin. Là, le principe de à la fin, ça n'existe pas dans un set, parce qu'on n'a pas d'ordre prédéfini. Donc, le nom de la méthode, c'est add. Quand j'ai besoin d'ajouter plusieurs éléments en même temps, donc quand je veux rajouter une autre collection, je peux utiliser le update qui me permet de rajouter plusieurs éléments à la fois. La fonction len fonctionne aussi sur le set. Ça va me donner le nombre d'éléments uniques, parce que c'est juste ça qui rentre dans un set, qui est disponible.
On est capable d'enlever d'un set. Donc, on a on a en fait 3 méthodes, mais il y en a 2 méthodes qui sont pertinentes. On a le remove et le discard. Donc, la différence entre les deux prennent la valeur que je veux enlever, puis il va essayer de l'enlever de mon set. La différence entre les deux, c'est qu'est-ce qui arrive si la valeur que j'essaie d'enlever n'est pas là. Donc, le remove, lui, va générer une erreur, va soulever une exception de type key error si l'élément n'est pas trouvé. Tandis que le discard va juste réussir, OK, même si la valeur n'était pas là. Donc, dépendamment de ce que tu as besoin dans ton programme, tu peux utiliser l'une des deux. Il y a une dernière méthode, clear, qui permet de juste vider au complet le set. C'est pas super utile parce qu'habituellement, on pourrait en créer un autre dans ce cas-là. Là, ça arrive peu souvent qu'on clear le set. On peut déterminer est-ce que j'ai une valeur quelconque qui existe dans mon set. Okay? Donc, souvent, le set va pouvoir être utilisé pour dire, admettons, je joue à Battleship, puis je veux avoir une liste de toutes les positions que j'ai testées. Je vais être capable de savoir est-ce que j'ai déjà testé cette position-là. Donc, je peux utiliser le in ou le not in pour être capable de détecter est-ce qu'une valeur spécifique fait partie de mon set. Donc, j'ai un set, 1, 2, 3. Est-ce que 2 est dans le set? Oui, OK, ça fonctionne. On a aussi la possibilité de parcourir tous les éléments dans un set. Donc, si, mettons, je veux l'étaler ou quoi que ce soit, on a la possibilité aussi d'utiliser la book for de la même manière qu'on avait utilisé ça avec les listes pour être capable d'avoir des itérations qui vont passer sur chacun des éléments. Encore une fois, faire attention quand on travaille avec les sets, l'ordre n'est pas garanti ou en fait il est inconnu. La manière d'implémenter ça est opaque pour nous. Donc, tu ne peux pas t'attendre à avoir un ordre précis. Tu fais juste subir l'ordre que tu reçois. On a des opérations aussi que tu peux faire sur les sets, okay, pour être capable de construire des sets entre eux autres. Donc, on a le principe d'union, d'intersection et de différence. Donc, le principe d'union, ça va être l'union entre les deux. Donc, ça va prendre toutes les valeurs du 1 puis toutes les valeurs de l'autre, puis ça va les fusionner ensemble. Ça va devenir un méga set. On peut avoir l'intersection des deux sets. Donc, l'intersection de deux sets, c'est seulement la partie qui sont communes aux deux. Donc, si j'ai 1, 2, 3, puis 3, 4, 5, il y a juste le 3 qui serait commun aux deux, qui serait l'intersection. Sinon, on peut trouver soit la différence ou ce qu'on appelle la différence symétrique. Donc, la différence symétrique, c'est l'inverse de l'intersection. Donc, tous ceux qui sont uniques aux deux sets. Puis la différence, c'est je prends un premier set, puis j'enlève tout le deuxième set possible du premier, puis je me retrouve juste avec les résultats du premier set qui ne se retrouvent pas dans le deuxième. Donc, les opérations sur les sets, c'est des choses moins communes là, qui vont arriver, là, mais c'est quand même disponible. Fait que le set, c'est notre deuxième structure de données, notre deuxième collection après les listes. Majoritairement, ça va être pour travailler avec des collections qui doivent être uniques. Prochaine structure de données, ça va être les dictionnaires. Donc, les dictionnaires, ou dans d'autres langages, ça s'appelle des maps, ça va être quelque chose que vous avez possiblement vu. Il y a du monde qui m'ont parlé de JSON tantôt. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans d'autres de vos cours jusqu'à présent ou c'est juste quelqu'un qui avait des informations extracurriculaires? Vous pouvez répondre dans le chat ou par voix pendant que je prends une gorgée d'eau. Oui. OK. Donc,
c'est des choses que vous connaissez, donc on va tantôt pouvoir passer vite sur le type de fichier. Mais le principe du JSON est en fait basé sur des types informatiques qui sont le map et le dictionnaire ou les objets en JavaScript. Donc, la structure de données a des noms différents dépendamment de quel langage tu utilises. En Python, c'est un dictionnaire. Donc, le principe, c'est que c'est un amalgame d'informations. Puis les informations, pour les catégoriser, à place d'avoir mettons, des numéros de cases, on va avoir ce qu'on appelle une clé. Hein? Donc, une information qui me permet d'identifier où l'information se situe puis que je suis capable d'y retourner. Donc, le principe, c'est que chaque information dans un dictionnaire est en fait une paire d'informations qui va être la clé, qui va être comme un identificateur unique à l'intérieur de mon dictionnaire, puis la valeur qui est rattachée à cette clé-là. Puis la valeur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la même pour plusieurs clés. OK? Le principe, c'est j'ai la clé qui me dit où je m'en vais, puis après ça, je vais être capable d'aller chercher la valeur à cet endroit-là. Donc, pour créer un dictionnaire, on va avoir encore une fois les accolades, mais à la place d'avoir juste des accolades avec une information délimitée par des virgules, on va avoir des paires de clés-valeurs. Donc, les paires de clés-valeurs, comment est-ce que ça fonctionne? Puis là, si vous avez vu du JSON, c'est inhérent, okay, que ça vous dit quelque chose. On va avoir les paires d'informations qui vont être délimitées par des 2 points. Donc, la première information, ça va être la clé. On va avoir 2 points. Puis ensuite, on va avoir la valeur. Donc, on a ici un dictionnaire qui a 3 éléments avec 3 clés distinctes. Et pour chacune des clés, on a une valeur. Donc, ça me crée un dictionnaire qui s'appelle téléphone, okay, qui va contenir 3 numéros de téléphone pour 3 noms de personnes. Comment est-ce que je fais pour aller travailler avec le dictionnaire? Ben, je peux utiliser la même syntaxe que j'utilisais quand j'ai travaillé avec les listes. Donc, je suis capable d'aller à une position spécifique dans le dictionnaire, mais puisque c'est des clés, quand je travaille avec un dictionnaire, hein, ce n'est pas des numéros de cases, qu'est-ce que je vais mettre entre les crochets carrés? Ça va être des noms de clés. Donc, je peux utiliser mon dictionnaire, un crochet carré avec le nom de la clé, puis ça va me donner la valeur qu'il y a à cette clé-là dans mon dictionnaire. Je peux aussi utiliser le in pour être capable de voir est-ce que la clé existe dans le dictionnaire. Ça aussi, ça fonctionne. On a le len, hein, pour length, qui me trouve la taille. Donc, ça va me dire il y a combien d'éléments dans mon dictionnaire. Ça devrait afficher 3, cette affaire-là. Il y a juste 3 affaires. Donc, on a ici un dictionnaire avec 3 éléments. Ça l'affiche juste 3. Puis, on peut voir ici, puisque Bob était dans le dictionnaire, ça l'a affiché Bob à l'intérieur. On peut parcourir un dictionnaire. Oh, pardon, j'ai une question de Hélène. Oui, c'est seulement s'il est possible d'utiliser list comprehension technique ou non. Oui, c'est toujours possible. Oui, parce qu'on a les boucles. Alors... Exactement. Donc, si tu as besoin de créer un dictionnaire quelconque ou... pardon, le list comprehension, ça serait pas disponible pour créer un dictionnaire, malheureusement. C'est vraiment juste pour des listes. OK, alors, OK. Merci. Est-ce que ce serait possible d'utiliser des sets et puis des sets de listes de dictionnaires? Tu peux avoir des structures de données imbriquées. Oui, ça, c'est pas un problème. Okay. Donc, tu peux avoir dans un dictionnaire une des valeurs qui est une liste, puis à l'intérieur de la liste, c'est une série de sets. Okay? Il n'y a pas de limitation. Là. Okay? Merci.
All right. Donc, on est capable de travailler avec le dictionnaire en utilisant le nom de la clé. OK, ça va bien. On a ensuite la possibilité aussi de parcourir les différentes clés du dictionnaire, encore une fois avec la Book 4. Les clés, comme pour le set, l'ordre des clés n'est pas défini, n'est pas garanti. Donc, tu ne peux pas t'attendre à un ordre précis, tu vas juste avoir celui-là qui est disponible. Donc, lui, il va te donner le nom de chacune des clés. Après ça, tu peux réutiliser la clé pour être capable d'avoir le résultat que tu recherches. On est capable de modifier le contenu d'un dictionnaire. Okay? Comme le set, comme la liste, c'est mutable. Ça veut dire qu'on peut rajouter des éléments ou on peut en soustraire, on peut les détruire, les supprimer. Donc, pour rajouter un élément, on a juste à aller l'insérer comme si je faisais une nouvelle assignation. Donc, je prends mon téléphone. Ici, je ne suis pas capable de marquer téléphone. Ouais. Je rajoute une nouvelle clé avec comme assignation une nouvelle valeur. Puis après ça, ça devient la nouvelle version du téléphone. Je peux aussi utiliser l'instruction del pour delete, comme on avait fait avec les listes, pour aller détruire une case spécifique. Donc, on est capable de travailler avec ce dictionnaire-là, rajouter des choses, le parcourir, aller chercher les différentes clés, pogner les différentes valeurs. C'est super. On a d'autres méthodes qui sont disponibles avec les dictionnaires. Donc, on a le clear, ça vide le dictionnaire au complet. On a un get key. Donc, lui, le principe, c'est semblable à utiliser les crochets carrés pour aller chercher une valeur, mais il ne va pas générer d'erreur si on a une clé qui est invalide ou s'il y a une clé qui est inexistante. On a aussi différentes fonctions qui me permettent de retourner les éléments, comme si c'était une série d'éléments dans une liste. Fait que, on peut avoir ici le items qui me retourne un type de key value. On a keys qui me retourne toutes les clés. On a values qui me retourne toutes les valeurs. Puis ensuite, on a deux qui sont des pop. Donc, les pop, c'est un principe où je vais aller regarder une valeur précise, mais en même temps, je vais l'enlever de ma collection. Donc, ça me permet de regarder, mais enlever la valeur. Donc, on a le pop item qui me retourne une clé valeur aléatoire, puis qui va l'enlever du dictionnaire. Puis, on va aussi avoir pop avec une clé spécifique qui va aller me retourner juste la valeur, puis qui l'enlève du dictionnaire aussi. Donc, on est vraiment capable de travailler avec le dictionnaire, les clés valeurs, être capable de vraiment avoir du fun avec ça. All right. Donc, on retourne à notre principe de fichier. Donc, quand on travaille avec les fichiers texte, il y a certains fichiers texte qui sont préformatés ou qui utilisent une norme dans le format qui est présenté. Puis, on va voir que dans ces cas précis-là, on va avoir des librairies qui sont mieux ajustées pour être capable de travailler avec. Donc, on va aller regarder deux types de fichiers qui sont les deux types de fichiers les plus utilisés dans la gestion de données, qui vont être les fichiers CSV et les fichiers JSON. Donc, les fichiers CSV, son nom, là, c'est CSV, c'est pour Comma Separated Values. Donc, si je regarde un exemple d'un fichier CSV, là ici, j'aimerais ça que tu me l'affiches, par exemple. Je vais vous le montrer. Donnez-moi un instant. Parce que le principe ici, c'est que même l'environnement il est conscient de qu'est-ce que c'est.
et qui me l'affiche d'une manière plus élégante. Mais le fichier CSV, dans sa version écrite sur le disque, ressemble à ça ici. Fait que le principe, c'est qu'on a facultativement une première ligne qui va être, mettons, le nom des colonnes. Fait que le principe du CSV, c'est que ça représente des données tabulaires, okay? Des données d'un chiffrier. Là. Fait que sur chacune des lignes, j'ai un enregistrement, puis après ça, sur chacune des colonnes, c'est un type d'information. Mais à place d'être dans un fichier Excel ou quelque chose comme ça, c'est un fichier texte. Puis, pour faire la séparation des colonnes, on va avoir des virgules. Hein? Donc, le comma, c'est virgule. Separated values, donc valeurs séparées par des virgules. Chacune des lignes représente une nouvelle information. Donc, la première va être le nom des colonnes. Okay? C'est facultatif, ça peut être là ou pas. Puis ensuite, on peut voir ici hein, les virgules qui représentent les informations. Puis après ça, je vais avoir les différentes informations à l'intérieur. Donc, encore une fois, délimité par des virgules. Fait qu'il devrait y avoir autant de virgules sur la première ligne que sur toutes les lignes subséquentes. Il y a des variations du comma separated value, c'est que le séparateur n'est pas nécessairement une virgule, okay? Parce que si les données ont besoin d'une virgule, c'est quand on commence à avoir des adresses complètes okay, ou du texte, ça se peut que le séparateur devienne un point-virgule ou sinon un slash ou une barre verticale. Donc, il y a différents types de séparateurs. Mais le principe, c'est que c'est un format qui est reconnu. Hein? Donc ici, si j'essaie de l'ouvrir dans Google Colab, il sait déjà que c'est un fichier CSV. On peut voir ici qu'il a déjà détecté que c'est un en-tête, qu'il a déjà vu, puis qu'il a formaté l'information pour une plus grande visibilité. Fait que dans ces cas-là, on va avoir des librairies spécialisées en Python qui viennent directement avec Python, on n'a pas besoin de rien avoir de plus, là, qui vont être capables de traiter de ces éléments-là. Donc, pour le CSV, le principe, c'est qu'on va avoir le module CSV. OK, ça va bien. Puis, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'ouvrir le fichier comme on avait fait, comme on a vu tantôt avec le with, là, on a le open, on a le nom du fichier. Puis là, on va avoir deux fonctions du module qui vont me permettre de créer deux variations. Donc là, ça va dépendre, est-ce que j'ai une première ligne qui est ce qu'on appelle le header, hein, l'entête ou pas. Donc, la première version n'a pas d'entête. Okay? Donc, lui, il va considérer que chacune des lignes est une information à part entière. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te retourner un élément qui va te créer des listes pour chacune des lignes. Fait que je peux voir ici que je parcours mon fichier, je regarde chacune des lignes, j'affiche la ligne, puis je peux voir le résultat, c'est quoi? C'est des listes où chacune des colonnes était un élément de la liste. Mais la majorité des fichiers CSV ont un en-tête. Donc, on a une deuxième version qui utilise à la place de Reader, utilise Dict Reader pour Dictionary Reader. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la première ligne, puis il va voir que c'est un en-tête. Puis ce qu'il va me permettre de faire, c'est qu'il va créer des dictionnaires à la place d'utiliser des listes tout seul. Fait que, même principe, on a le open-adresse.csv, OK, CSV file. Je utilise le Dict Reader, j'y envoie le fichier que j'ai ouvert. Lui me donne un lecteur. Je peux utiliser ce lecteur-là dans une boucle. Puis, je peux voir ici, quand je l'affiche, j'ai okay, des dictionnaires dont l'élément est la valeur, puis la clé, c'est le nom de la colonne. Là, ici, c'est des ordered dictionary, là, mais si je veux, je pourrais les transformer juste en dictionary tout seul, puis que ça soit OK avec qu'est-ce qu'on a vu
tantôt. Donc, on a ici des fichiers CSV, puis des fichiers CSV, je peux directement les convertir en dictionnaire. Puis à partir de là, je peux commencer à parcourir ce dictionnaire-là, commencer à aller chercher les informations, transformer les informations, faire des choses intéressantes avec. Deuxième type de fichier intéressant dans le monde des données informatiques, ça va être les fichiers JSON, qui sont en fait des représentations textuelles de dictionnaires. OK? Donc, ici, si on s'en va sur j'ai-tu des exemples? Il me semble que je peux avoir un exemple. Bon, en fait, j'en ai un directement disponible ici. Yeah. Fait que le principe, c'est une structure de données, les JSON. On a la possibilité d'avoir des listes, on a la possibilité d'avoir des dictionnaires, puis pour chacun des dictionnaires, on va avoir des clés et des valeurs. Donc ici, j'ai une question de Adriana. Est-ce que c'est mieux de gérer le fichier CSV comme un dictionnaire ou comme une liste? Le principe, c'est si tu as l'en-tête, c'est toujours mieux de le gérer en tant que dictionnaire. Ça va être beaucoup plus facile de te positionner à la bonne colonne avec le nom de la colonne plutôt que de se souvenir que téléphone, c'est ma 3e colonne dans mon affaire. Donc, dès qu'on peut, on va utiliser les dictionnaires. On va voir aussi que là, on est en train de comme construire notre trousse à outils puis de voir les différents mécanismes. On a vu la gestion des fichiers manuels. Là, on voit les librairies de base de Python. Ben, on va aller voir dans les prochaines semaines des librairies plus avancées qui permettent encore de plus facilement gérer ces genres de fichiers-là. Donc, les JSON, le principe, on a des éléments, puis on peut avoir des éléments qui sont imbriqués les uns dans les uns dans les autres aussi. Donc, ici, on a un exemple d'un JSON, d'un fichier JSON. Donc, ça peut commencer avec des accolades si c'est un dictionnaire. Ça peut commencer avec des crochets carrés si c'est une liste d'éléments. Mais le principe, c'est que ça peut être imbriqué les uns dans les autres. Donc, ici, on peut voir, on a un premier dictionnaire qui a un first name, un last name. On a différents types de valeurs. Donc, on peut avoir les valeurs qui sont des chaînes de caractères. On peut avoir les valeurs qui sont des valeurs numériques. On peut avoir les valeurs qui sont des valeurs booléennes logiques. Il faut faire attention quand tu regardes la version JSON, le true et le false sont en minuscules parce que le JSON, c'est basé sur le JavaScript, tandis qu'en Python, le true et le false sont avec des T et des F majuscules. Donc, lui, il fait la conversion automatique. On a aussi la possibilité d'avoir des dictionnaires dans des dictionnaires. Hein? Donc, on a ici une adresse qui est à son tour un deuxième dictionnaire qui va avoir sa propre liste de clés. Puis, on peut aussi avoir des listes comme valeurs à l'intérieur d'une clé. Donc, ici, j'ai les phone numbers, puis j'ai une liste d'informations. Je peux avoir une liste vide ou je peux avoir aussi un manque d'informations. Dans le JSON, c'est marqué nul. En Python, ça s'appelle none avec un N majuscule. Fait que ce genre de fichier-là, on peut le gérer avec un module qui vient avec Python qui s'appelle JSON. Donc, encore une fois, c'est une librairie. J'ai oublié de la mettre. Ici. Et la librairie JSON. Puis, pour celle-là, c'est vraiment facile. On a la fonction load de la librairie. Encore une fois, j'ouvre le fichier. Puis, le fichier, je l'envoie dans cette fonction-là. Puis, quand j'exécute ça, lui, il va être capable d'aller lire. Là, ici, j'ai ce fichier-là, OK, et le contenu, qui va être 4-5 clés. Puis, on peut voir ici qu'on a tous les différents éléments
qui sont disponibles à l'intérieur. On a aussi une autre fonction là, qui est loads avec un S qui permet directement de charger une chaîne de caractères, mais c'est pas mal moins souvent utilisé. Le new line, je vois que dans ton code, tu as mis new line espace vide, ça veut dire c'est pour délimiter quoi les lignes, les dictionnaires, c'est ça? Ici, c'est juste une précaution. Là. Donc, si on s'en va voir le open, et on s'en va voir ici. Fait que le new line ici, c'est une problématique qui arrive à cause que dans certains fichiers, OK, on n'a pas juste un \n, on a un \r/n de disponible. Puis là, le principe, c'est comment est-ce que tu veux traiter ça? Est-ce que tu veux traiter que juste les \n, c'est des sauts de ligne? Est-ce que tu veux traiter que les \r/n, c'est des sauts de ligne? Si toi, t'en rajoutes, est-ce que tu veux garder la même version qui est déjà là? Est-ce que tu veux avoir ta version à toi? Donc, dans ce cas-ci, quand je mets juste guillemets ou juste \n, c'est qu'il n'y aura juste pas de traduction, pas rien de spécial qui va être fait. On garde le fichier de type pur ou raw en anglais, on dit. OK. Donc, le principe, c'est si tu commences à avoir un fichier que tu lis, puis qu'on dirait qu'il est considéré comme étant juste une ligne tout seul, même si toi, quand tu l'ouvres, on dirait qu'il y a plusieurs lignes à l'intérieur, c'est les genres de settings qu'il faut aller regarder quand on travaille avec ça. Parfait. Excellent. Fait que ça fait le tour des choses que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. On va avoir la semaine prochaine la prémisse de programmation orientée objet, puis gestion de code SQL en Python avec l'insertion de données venant de sites web. Donc, c'est les choses qu'on va regarder la semaine prochaine. Si on regarde notre site de cours, donc aujourd'hui, on va pouvoir travailler sur, premièrement, la liste de questions, la liste d'exercices dans notre cours 2 sur les fichiers, puis si ce n'était pas fait, les chaînes de caractères. Donc, on a la liste de questions sur les fichiers. Puis pour les cours numéro 3, vous pouvez passer par-dessus les classes, puis aller faire la question de fichiers structurés. OK? Donc, ça va être avec des fichiers CSV. On vous demande d'essayer de trouver de l'information qui est pertinente à l'intérieur de ce fichier-là. Le fichier qui est donné, c'est sur un site externe qui s'appelle Kaggle. Kaggle, c'est un site intéressant. C'est un site qui a plein de datasets, donc des fichiers qui nous permettent de travailler avec des formats de données quelconques. Donc, on peut aller dans l'éducation, en Natural Language Processing, en visualisation. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, si on regarde ici, là, on peut regarder les types de fichiers qu'eux nous donnent. On a les fichiers CSV, on a les fichiers JSON qu'on vient de voir aujourd'hui, puis on va avoir des fichiers SQLite qu'on va regarder la semaine prochaine. Donc, on a ça qui est bon. On a donc les fonctions, les exercices sur les fichiers, les exercices sur les fichiers structurés. Celui-là, les deux autres, ça va être à faire la semaine prochaine. Là. Fait que c'est vraiment juste cela sur les fichiers structurés qui est à faire dans le cours 3 d'aujourd'hui. Super. Si on va. La petite question. Oui. Il y a les devoirs à faire. Vous voulez toucher un peu de devoirs?
Un peu, peut-être. Le devoir va juste être présenté la semaine prochaine quand on va avoir comme assez d'outils pour être capable de l'entamer correctement. OK, merci. Les datasets que vous avez utilisés aujourd'hui, adresses et tout ça, je n'ai pas remarqué où vous les avez pris. Oui. Donc, si tu t'en vas dans la section de cours, Oui. site de cours, puis que tu t'en vas dans le cours, on a ici les liens vers les fichiers que tu vas pouvoir télécharger. Merci. Super. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions d'ordre général avant que j'arrête l'enregistrement et que j'ouvre nos salles de dérivation pour que vous puissiez aller faire vos exercices? Adjuger une fois, adjuger 2 fois, vendu.